Bonjour Mana, Bonjour. tu peux me parler de cette association qui s'appelle Terra ou Terra Terre? Oui. Dis-moi en plus. Oui, alors officiellement c'est l'association Terra, mais c'est vrai qu'on a adopté le nom d'usage Terre à Terre pour deux raisons. La première, c'est pour nous distinguer d'une autre association qui n'est pas très loin, à 10 km, qui s'appelle également Terra et qui est un petit peu dans la même mouvance. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que lorsqu'on a fait notre premier conseil d'administration, puisqu'on est une association loi 1901, les membres du conseil d'administration se préoccupaient un petit peu du fait que la vision qu'on a est très ambitieuse et qu'en fait, ils avaient tous envie de faire du concret. Donc on s'est dit, on va s'appeler Terre à Terre. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors soyons terre à terre, explique-moi de façon terre à terre, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs axes. Hein. Oui, il y a plusieurs axes. Donc l'association Terre à Terre, sa première mission, c'est de contribuer à la régénération de la biorégion. La biorégion, c'est tout le territoire qui est le nôtre, ici, dans le sud-ouest de la France. Je ne vais pas trop m'arrêter à définir ce qu'est une biorégion, ça fera peut-être l'objet d'un autre reportage. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dans une biorégion, on va retrouver une certaine homogénéité en matière de géologie, on va retrouver une certaine homogénéité en matière de biodiversité et on va aussi se préoccuper, et ça c'est très important, de l'identité socio-culturelle des habitants, y inclut l'être humain. En fait, on considère que tout ce qui vit au sein de la biorégion a des droits. Et on inclut l'être humain au sein de la nature, en fait. On considère que l'être humain n'est pas séparé de la nature. Et donc, on va chercher à régénérer la vie au sein de cette biorégion. D'accord. Voilà. Ça, c'est le premier axe. C'est la mission, je dirais. C'est la mission de cette association. Alors après, comment on s'y prend? Parce que c'est une mission ambitieuse. Je dirais peut-être le principe de base est qu'on va traiter les choses de manière holistique. Donc, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce tout, nous, on l'a décomposé en 6 domaines. Donc, l'association va agir sur 6 domaines d'activité. Et le premier domaine d'activité touche à ce qui est la régénération de la biodiversité. Et donc, on met au sein de ce même domaine tout ce qui touche à l'agriculture. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'agriculture a un impact très important sur la biodiversité, surtout dans notre biorégion, puisqu'on l'activité principale de la biorégion est l'agriculture. Donc le premier domaine, c'est la biodiversité et l'agriculture, et c'est là où on va traiter évidemment tous les sujets de régénération de l'eau et tous les sujets de régénération des sols. Donc c'est le premier domaine d'activité. Le deuxième domaine d'activité, on est sur, quand on veut vivre de manière régénérative, comment on se loge. Donc on va être sur l'habitat et l'éco-construction notamment, et on va être également sur tout ce qui est infrastructure d'énergie, la manière dont on développe l'énergie dont on a besoin en fait pour vivre au sein de ces éco-constructions. Donc ça c'est notre deuxième domaine d'activité. Le troisième domaine d'activité, on est sur des choses un peu plus humaines. On est sur les interactions entre nous et avec la nature. Donc on est sur les éléments culturels, les comportements, les habitudes. Et donc du coup, ce domaine, on l'a nommé culture et gouvernance. Gouvernance parce qu'on est également sur la manière dont on prend les décisions critiques ensemble. Et on va privilégier une gouvernance partagée, mais il y a plein de façons de faire une gouvernance partagée. Et donc, on est sur l'expérimentation de ces différents modèles. Voilà, culture et gouvernance. Quatrième domaine, on est sur comment est-ce qu'on fait vivre tout ça. Quel est le modèle économique qui va nous permettre de faire vivre et de soutenir tout ça d'un point de vue économique. Donc, on va tester, expérimenter des nouveaux modèles économiques et parfois jouer avec des monnaies locales. Voilà, donc on l'a appelé système économique et monétaire. Le cinquième domaine d'activité est la santé et le bien-être, parce qu'on le sait, en France, on a un système de santé, même si beaucoup de Français ne seraient pas d'accord, moi qui ai un parcours international et je peux assez bien le certifier, la France est un des pays qui a le meilleur système de santé dans le monde, en fait, puisque tout le monde a droit à la santé. Mais néanmoins, on estime qu'on peut mieux faire, et qu'il y a peut-être un complément à apporter à notre système dominant de santé, avec de la médecine alternative, mais pas que, avec surtout de la médecine préventive. Donc on l'a appelé santé et bien-être.
On va privilégier toutes les activités qui permettent le bien-être de l'être humain et pas que. Voilà. Et le dernier domaine d'activité, on va être sur l'éducation, puisque pour que toutes nos expériences, si elles réussissent, puissent perdurer, il faut éduquer nos enfants à ces nouveaux modes de vie. Donc on est sur l'éducation de nos enfants, mais également la nôtre, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a à faire à des choses qu'on n'a peut-être pas connues par le passé, et avec les crises qui s'accélèrent, on aura à faire à des situations encore nouvelles et complexes à l'avenir. Et donc du coup, on doit pouvoir s'adapter, et qui dit s'adapter, dit apprendre. Donc on est sur l'apprentissage continu de l'adulte également. Donc c'est notre 6e domaine d'activité. 12 centres de formation, tu me disais? Oui, alors centre de formation, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tous ces domaines d'activité? En fait, nous, notre première mission, c'est d'aller accompagner les projets qui existent déjà dans la biorégion, dans ces différents domaines. Il y en a plein. Cette biorégion a énormément d'énergie. J'ai rencontré des personnes formidables en fait lorsqu'on a fait notre étude de faisabilité. Oui, c'est vrai, on est dans le Tarn-et-Garonne. Alors la biorégion est beaucoup plus grande que le Tarn-et-Garonne, mais étant donné qu'on est une jeune association, on a choisi en fait de nous focaliser sur le Tarn-et-Garonne. Donc quand on a fait notre étude... Sauf que vous êtes vraiment... On est au nord-ouest, on est sur la frontière, effectivement, mais c'est un peu un hasard, mais on est à la frontière du Lot-et-Garonne et du Lot. Donc on est vraiment à cheval. On est dans le Quercy blanc et le Quercy s'étale sur plusieurs départements en fait. Mais ça c'est un hasard. C'est quoi? C'est l'ensemble là? Pour nous, la biorégion, c'est plus grand que ça encore, puisque quand on est biorégionaliste, on ne va jamais découper un bassin versant. Donc à minima, le bassin versant de la Garonne est inclus dans notre biorégion. Et il se peut très bien que la biorégion soit plus large que ça. Nous ne l'avons pas encore définie, mais bon, c'est déjà beaucoup. On va se préoccuper déjà de cette région-là. Voilà. Tu parlais donc d'accompagnement de tous les oui, donc existants. Lorsqu'on a fait notre étude de faisabilité pour savoir si effectivement c'était une bonne idée de créer cette association ici, on a voulu chercher à comprendre qui existait déjà. Quels étaient les acteurs sur le territoire, dans la société civile surtout, mais pas que, mais c'est surtout ça qui nous a intéressés. Donc aller voir qui fait quoi déjà. Et on a découvert énormément de projets, beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie, beaucoup de, on dit en anglais de care, des gens qui se soucient pour leur territoire, pour la planète, pour le patrimoine, des gens qui ont ça à cœur en fait, de protéger tout cela. Mais on a découvert aussi que toutes ces différentes initiatives étaient très fragmentées, très séparées les unes des autres, que souvent les gens ne se connaissaient même pas entre eux. Alors que nous, il avait juste fallu d'un coup de fil ou d'un email ou d'une rencontre pour rencontrer plein de gens. Donc ça nous a étonnés quand même. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire en matière de tissage du territoire pour que les gens se rencontrent, qu'ils apprennent les uns des autres et finalement qu'ils co-créent ensemble. Parce que ce qu'ils font, c'est excellent, mais s'ils faisaient ensemble, peut-être qu'on pourrait innover encore plus. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc l'idée de notre projet, c'est ça. C'est fédérer tout ce petit monde, les faire se rencontrer entre eux et leur apporter, à terme, c'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est notre ambition, leur apporter services administratifs, par exemple, moyens, ressources humaines, par exemple, au travers de bénévoles ou de salariés, leur apporter des ressources humaines et aussi leur apporter des fonds. Donc, dans l'idée de les accompagner pour qu'ils puissent mieux faire encore ce qu'ils font déjà. Faire plus vite, plus grand, plus ample. Voilà. Donc ça, c'est la première mission. Et je rajouterai à cela, si jamais on se rend compte qu'il y a un manque sur le territoire, dans nos 6 domaines, là, il manque quelque chose, d'ailleurs ça a déjà été le cas, on peut aussi créer le projet. Donc, tu donnes un exemple? Oui, on vient de créer le projet Restore, qui est un projet de castor mimétisme. Donc ça veut dire qu'on fait les castors humains. En gros, c'est ça. On fait des castors humains parce qu'on sait très bien que le castor est l'outil, entre guillemets, naturel de régénération des cours d'eau. Il fait ça depuis 800 millions d'années, le castor. Et malheureusement, on l'a mal compris. Et on a voulu l'exterminer pour des raisons tout à fait humaines, en fait.
pour des raisons, et on a voulu avoir plus de terre pour faire de l'agriculture, donc on a resserré les rivières, on les a rectifiées, on les a rendues rectilignes en fait. Donc on a enlevé tous les méandrements, je crois qu'on dit, les méandres. on a voulu rectifier les rivières pour que l'eau coule plus vite, et le castor, il a tendance à faire tout le contraire. Le castor, pour protéger son habitat, il veut ralentir l'eau, pour pas que l'eau vienne détruire son habitat. Donc lui, il met en place des ouvrages qui ralentissent l'eau, et on s'est rendu compte que non seulement ça ralentit l'eau, mais ça favorise la biodiversité. Et ça favorise aussi le fait que l'eau soit pure, parce que finalement, ça crée des sédiments, les plantes, tout ce qui va pousser dans ces ouvrages va filtrer l'eau. Voilà, donc tout ça, on l'a appris il y a peu de temps, et on se rend compte que finalement, le castor, il nous rend des services. Donc aujourd'hui, on ne cherche pas à réintroduire le castor pour des raisons diverses et multiples, mais ce qu'on cherche à faire, c'est limiter. Donc on s'est formé pour apprendre à faire castor, et on a mené au mois de juin dernier le premier chantier citoyen, donc entièrement mené par des citoyens en France, de castor mimétisme. On appelle ça aussi la médecine castor, en fait. Donc on a fait ça dans le Tarn-et-Garonne, à Montaigu-de-Quercy, pas très loin de ce centre, au mois de juin dernier, et on espère bien pouvoir faire beaucoup de chantiers de ce type. Alors j'insiste juste sur le fait qu'on n'a pas fait ça comme ça. Et évidemment, on a travaillé en collaboration avec les syndicats de rivière, on a obtenu l'autorisation de la DDT, mais en fait, c'est nous qui l'avons mené, c'est nous qui avons fait l'étude technique avec l'aide de la MAPCA, qui nous a accompagnés d'un point de vue technique, et c'est nous qui avons mené le chantier, et c'est nous qui allons le suivre. Voilà. Impressionnant. Voilà. Et alors ensuite, il y a aussi un centre ici, donc c'est quoi? Explique-moi. Oui, alors là, je viens de vous raconter la mission d'ensemble en fait de cette association. C'est ambitieux. On s'est très vite rendu compte lors de l'étude de faisabilité, quand on parlait de notre ambition aux gens, que pour certains, ils comprenaient à peu près, et puis pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile. C'est vrai que c'est assez abstrait. C'était pas assez terre à terre. Voilà, c'était pas assez terre à terre, exactement. Donc on s'est dit, pour rendre tout ça un peu plus concret pour les gens, c'était important d'avoir un lieu qui est un peu une vitrine en fait de ce qu'on peut faire dans la biorégion, un microcosme en fait, un lieu où les gens peuvent venir voir de quoi on parle en fait quand on dit régénération du vivant, mais de quoi on parle? Et en fait, on parle de régénération des sols, par exemple. Alors ici, on a acheté un terrain avec 5 hectares de terre essentiellement agricole, mais abandonnée depuis environ, on ne sait pas exactement, mais environ 50-60 ans. Ces terres n'ont pas été cultivées, n'ont pas été travaillées, ont été abandonnées. D'ailleurs, le terrain, quand on l'a découvert, était très endormi. Là, il commence à se réveiller, parce qu'on fait des choses depuis 1 an, mais ce terrain était abandonné, en fait. Voilà, donc on a 5 hectares de terrain, donc on s'est dit, c'est super. En plus, les terres sont pauvres, on est sur le Causse, donc il y a de la caillasse, très peu de sol. Quel endroit mieux que ça pour démontrer le potentiel de la régénération? Et donc, la première chose qu'on a faite, on le voit là-bas, c'est le potager. Et comme on n'a pas de sol, on savait qu'on n'allait pas pouvoir cultiver immédiatement directement dans le sol. Donc on a construit des bacs surélevés en bois et on crée du sol à l'intérieur des bacs en utilisant les techniques de la permaculture avec des lasagnes. Donc on a fait des choses différentes, il y a 9 bacs, donc on a voulu expérimenter. Donc dans certains bacs, on a mis que de la terre végétale avec du terreau au-dessus. Et puis dans d'autres bacs, on a fait des lasagnes. Donc des lasagnes, c'est quoi? C'est des couches de matériaux naturels, en alternant des couches azotées et des couches de carbone. Donc par exemple, on a mis du bois mort, on a mis du carton, on a mis des feuilles mortes, on a mis de l'herbe tondue, fraîche, on a mis des crottins de notre âne qui vit ici avec nous et qui nous sert énormément. Et on a mis bien sûr de la terre végétale, on a mis tout un mélange qui permet de créer du sol dans le temps, avec la décomposition de toutes ces matières qui se mélangent, on crée du sol en fait. Et on viendra le nourrir régulièrement. Et en fait c'est fascinant parce qu'on a déjà semé cette année
et on voit la différence entre les différents bacs, selon le fait qu'il y ait eu des lasagnes ou pas, on voit si elles sont plutôt à l'ombre, plutôt au soleil évidemment, mais les résultats ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait attendre. Donc on a un exemple où on a planté des tomates le même jour. On a fait des semis, et puis les semis, on les a plantés dans les bacs, le même jour dans 2 bacs différents, et on en a certaines qui ont énormément poussé, dans le chêne quasiment, alors qu'elles n'étaient pas en plein soleil, plutôt ombragées. Et un autre bac où on a semé le même jour, les mêmes semis, et en fait les tomates ont à peine poussé alors qu'elles étaient en plein soleil. Donc c'est intéressant. Et là on se dit, ah, la composition du sol, ça y fait énormément. Donc c'est une façon de démontrer les choses au grand public. Tout un chacun peut venir ici voir comment nous on se nourrit finalement, alors qu'on a très peu de sol. Il y a une serre aussi maintenant. Il y a une serre, on a construit une serre et effectivement on a aussi construit des bacs à l'intérieur de la serre, parce que la serre on l'a posée sur la caillasse. On a eu énormément de mal d'ailleurs à mettre les fondations pour pas qu'elles s'envolent, mais on a réussi à faire ça. L'autre chose qu'on a faite aussi très rapidement, parce que sur ce terrain on n'a pas d'eau, on n'a pas de source naturelle d'eau. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. On pense avoir trouvé de l'eau maintenant, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais on nous a dit qu'il n'y avait pas d'eau sur ce terrain. Donc pareil, on s'est dit, quelle meilleure manière que de démontrer comment on peut faire quand on n'a pas d'eau naturelle. Et en fait, nous, on la capte du ciel quand il pleut. Donc on a mis en place des cuves de rétention d'eau de pluie. On a un énorme toit sur cette maison et on recueille énormément d'eau. En fait, il suffit d'une seule pluie pour remplir les 4 bacs de 1000 litres. C'est très petit finalement, des cuves de 1000 litres. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oui. Du coup, on a creusé des mares derrière la maison. Pour le moment, elles ne sont pas finies, mais on a creusé des trous. Ça a été très compliqué, encore une fois, à cause de la caillasse. Mais le trop-plein des cuves va se canaliser, c'est déjà presque fait, se déverser dans les mares. Et comme on est un terrain en pente, l'eau peut aller d'une mare à l'autre, voilà, et se diriger vers la ruine. Alors la ruine, qu'est-ce que c'est la ruine? Oui, alors c'est une vieille maison en fait qui a été bâtie là, on ne sait pas exactement quand, mais on pense qu'elle a au moins 300 ans, peut-être plus. C'est une vieille maison, donc il n'y a plus de toit évidemment, en pierre. Et c'est une maison avec 2 pièces, il y a encore la porte d'entrée, c'est très, très sympa à regarder, très joli. Et on souhaite régénérer cette ruine. Alors on ne dit pas rénover, parce que rénover ça voudrait dire qu'on la reconstitue comme elle était, ou autrement. On ne cherche pas forcément à la rénover, on trouve qu'elle est magnifique comme elle est, mais on souhaite lui donner une seconde vie. Donc régénérer, c'est ça aussi, c'est redonner vie et faire en sorte qu'un lieu ou une matière vivante puisse continuer de vivre dans le temps. Et comme l'eau va arriver jusqu'à cette ruine, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est un spa. Waouh. Donc pour être dans la dimension santé et bien-être, on aimerait faire un spa. Et comme il y a 2 pièces dans cette ruine, on s'est dit il y a une pièce pour le bain à remous et une pièce pour le sauna. Et on aimerait construire une terrasse en bois. La vue est magnifique là-bas. On se sent en pleine campagne, on se sent de manière assez isolée en fait. Et c'est idéal pour se reposer. Donc ça sera un lieu collectif, évidemment, pour la communauté. Et l'idée, effectivement, c'est d'utiliser l'eau de pluie, tout simplement, pour ce bain à remous. Et quand on continue encore plus bas, parce qu'ici on est dans un vallon, donc voilà, le terrain est en pente. Quand on continue encore plus bas, on arrive sur une grande plaine qui est très asséchée, parce que c'est une parcelle du terrain qui reçoit énormément de soleil en été. Donc, et c'est aussi un endroit, rien ne pousse, c'est très sec, il y a des arbres mais ils sont tous morts, oui, voilà, donc, des petits arbustes, arbustes, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de vent, c'est un endroit qui est très ouvert au vent, donc voilà, la végétation est toute desséchée. Donc, et on s'est dit, pourrait se dire qu'on peut rien en faire de ça. on pourrait se dire on peut rien en faire, effectivement. Alors, on peut mettre du bétail, mais bon, le bétail il aura chaud quoi. Donc c'est peut-être grillé, il y aura voilà. Manger, Et donc nous on se dit c'est peut-être l'endroit idéal pour si on arrive à creuser dans la caillasse, et on pense que c'est possible parce que nos ancêtres y creusaient des puits de 35 mètres de profondeur dans la caillasse. On le voit dans les villages ici. Donc c'est possible. Donc nous, on voudrait creuser un bassin naturel pour continuer l'idée du spa. En fait. Donc sauna, spa, on continue. Il y a un bassin naturel pour se baigner, mais 100% naturel. Et comme c'est la parcelle la plus chaude du terrain, évidemment c'est bien pour se baigner, se rafraîchir, mais on pensait aussi construire des abris tout autour en bois pour pouvoir se mettre à l'ombre, et sur les toits de ces abris mettre des panneaux solaires qui viendront chauffer l'eau du
du bain à remous, en fait. Donc l'idée, c'est ça. Donc on crée notre énergie, on est autonome, mais on vit un certain confort, comme le faisaient les Romains, j'ai envie de dire. Voilà, parce que c'est important pour le bien-être humain aussi de pouvoir se détendre, voilà, et d'être dans un environnement purifiant. Voilà. Donc, et j'ai oublié de le dire, mais ce terrain, il a un petit sentier communal qui le traverse. Donc régulièrement, on a des randonneurs qui traversent notre terrain. Et ça, on s'est dit, mais c'est magnifique parce que justement, on veut être une vitrine. Donc les gens, quand ils vont passer sur le petit sentier, ben, ils vont voir tout ce qu'on est en train de faire. C'est un sentier qui mène à Montaigu. Hein. Oui, on peut y aller en un quart d'heure à pied. Voilà. Donc même si on a l'impression d'être en pleine campagne, complètement isolé de la ville, ben, finalement, on est à un quart d'heure du village. Donc on a trouvé que ce terrain était le lieu idéal pour attirer du monde, donner à voir ce qu'est la régénération. On a plein de places pour avoir des animaux. On a déjà un âne. Et, un endroit en bas qui semble meilleur au niveau de la terre, non ? Oui, tout à fait, parce que comme on est sur un vallon, on a des dénivelés sur ce terrain, et quand on descend tout en bas du vallon, dans la combe, c'est là où les terres sont les plus fertiles. Évidemment, c'est où il y a le plus de sol, parce que l'eau ruisselle, quand il pleut, ruisselle vers le bas, et c'est là où c'est le plus humide, évidemment. Donc, effectivement, là, on pense qu'on peut cultiver directement dans la terre, et on a pour ambition de faire de la culture. Mais on appelle ça de la culture de niche, parce qu'on va sélectionner les cultures, pour que ce soit justement des espèces qui vont pouvoir bien vivre dans des terres assez pauvres avec très peu d'eau. Voilà, et sur des petites parcelles parce qu'on veut pouvoir les travailler à la main, en fait. Donc là, vous aimeriez pouvoir en profiter pour soutenir un cultivateur Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a aussi une parcelle constructible sur ce terrain. Alors entre les deux, il y a la parcelle où il y a Nanook, oui. le l'âne. Oui, aujourd'hui. Bon, c'est la parcelle des animaux. Oui, mais ça peut bouger. En fait, Nanook, il bouge pas mal, mais on a construit effectivement son abri sur cette parcelle intermédiaire. Et au-dessus, en remontant, effectivement, là, on se retrouve vraiment au bord de la route. Presque, oui, hein. Oui, on a une parcelle constructible qui est au bord de la route, mais c'est une petite route où il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais on a effectivement un voisin de chaque côté, mais c'est une parcelle qui fait 6000 m² à peu près. Et on voudrait démontrer comment on peut faire de l'éco-construction abordable, c'est-à-dire des petites maisons. On ne fait pas des maisons de luxe, mais des maisons qui sont bien pensées, bien agencées, avec des matériaux locaux. Et on va essayer de trouver un modèle économique qui nous permette d'assurer une certaine abordabilité pour tout un chacun. En fait, ça ne sera pas des maisons de luxe. Et l'idée, c'est d'en faire une démonstration. Donc on ne va pas chercher à vendre ces maisons. C'est plutôt des maisons qui vont être soit pour des personnes qui souhaitent s'engager dans le projet, s'installer ici, devenir sociétaires d'une coopérative, donc investir aussi un peu d'argent, mais nous aider à créer notre projet pour faire de la démonstration. Ça peut être aussi des jeunes agriculteurs, et là c'est ce que tu disais, qu'on souhaite aider à s'installer, qui ont peut-être envie d'expérimenter certaines choses aussi, et on leur mettrait à disposition le terrain qui n'est pas très riche, hein, donc on est bien sur une expérimentation, mais on leur mettrait à disposition des parcelles de terrain sur lesquelles qu'ils peuvent cultiver et éventuellement vivre dans une de ces maisons. Voilà. Et on pense pouvoir bâtir entre 6 et 8, on ne sait pas exactement, on a commencé à parler aux uns aux autres, aux différentes parties prenantes, donc tout ça c'est à l'étude encore, mais on commence déjà à travailler dessus. Et l'idée, c'est que cette parcelle devienne finalement un prototype pour un autre projet qu'on a déjà pensé, qui est un projet de régénération des territoires ruraux. Et quand je dis territoire, là, on est vraiment sur des villages, essentiellement. Des villages dans la biorégion. Pas abandonnés, mais endormis et en train de mourir. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Voilà, des populations vieillissantes, des écoles qui ferment, des commerces qui ferment. Il y a un agriculteur sur le village. Voilà. Donc c'est très très triste à voir parce que ces villages sont magnifiques. Alors comment on peut faire ? Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait essayer d'attirer des nouvelles populations. Alors, on entend beaucoup parler d'attirer les populations urbaines. Oui, il y a de ça, mais pas que. Nous, on pense aussi que c'est important d'avoir une diversité de populations dans nos villages. Et donc, du coup, on aimerait aussi inciter les enfants des agriculteurs, locaux à rester
et à s'installer en tant qu'agriculteurs, en leur apportant une formation aussi sur l'agroécologie et sur le modèle économique qui leur permettra de vivre en cultivant ce que je disais tout à l'heure, des plus petites parcelles avec des agricultures de niche qui conviennent à nos sols et qui peuvent leur permettre de vivre sur place, parce que voilà, ils seraient logés dans ces communautés de vie qu'on est en train de créer, et ils pourront travailler aussi les terres qui sont juste là, en fait, qui sont juste là et qui souvent sont abandonnées, ou ce sont parfois aussi des terres qui sont en transition et qui attendent justement quelqu'un. Donc l'association serait un soutien pour tous ces projets, oui. C'est ça? C'est ça. Et on travaillerait avec les communes. Oui. Donc l'idée, c'est que sur ces projets-là qui tombent dans le deuxième domaine, habitat, énergie, mais aussi ça touche à l'agriculture et la biodiversité, donc tous ces domaines sont interdépendants finalement. Mais l'idée, c'est que pour chacun de ces projets, donc à chaque fois qu'on ira régénérer un village endormi, on ne le fera pas comme ça, ce n'est pas nous qui le déciderons, ça sera avec les municipalités, les Comcom, et ils pourront investir dans le projet au travers d'une société coopérative à intérêt collectif, donc la création d'une SIC avec des parties prenantes diverses et variées. Donc les communes ou les Comcom pourront investir, les habitants futurs de la communauté pourront investir, les petits commerces locaux pourront investir, et donc du coup, toute cette communauté de vie, finalement, est partie prenante dans la réussite de cette société coopérative à intérêt collectif. Et on le sait, dans ces coopératives-là, la majorité des revenus de l'activité, puisque l'éco-construction va rapporter des revenus, au travers de la location ou voilà, la mise à disposition. Et donc du coup, ces profits sont réinvestis dans la coopérative. Donc c'est une façon de travailler pour le bien commun. Et j'insiste sur le fait que même si on fait de l'éco-construction, nous on ne considère pas ça comme un projet immobilier. Ce sont des projets de développement de communautés de vie et de régénération en fait de nos territoires. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on a prépensé. Et en fait, il se trouve que l'autre terrain à côté dont j'ai parlé tout à l'heure est en train de le faire, donc c'est très affirmant de nos idées. Et voilà, on est assez convaincus que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Et c'est formidable puisque c'est un territoire où vous êtes à 10 minutes avec deux initiatives différentes qui se retrouvent. Et qui ont vraiment des synergies ensemble. Oui. Donc c'est passionnant, oui. Vraiment. Oui, et on pense que c'est pas pour rien qu'on a choisi le même nom. Le même nom, préciser que E c'était ERA et vous c'était H. ERA. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on a oublié des choses? Parce que là, c'est vraiment formidable. Où ça en est, ce projet-là? Alors, où ça en est? On n'a qu'un an. Enfin, on n'a qu'un an, mais ça fait 2 ans qu'on travaille le projet. Oui. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je travaille le projet. Donc, j'arrive dans ma 3e année. On est en train de formaliser notre conseil d'administration, puisqu'on arrive à la fin de notre premier exercice. Là, à la fin de cette année calendaire, on va faire notre premier AG. Nous avons déjà 55 membres de l'association et 300 contacts qui nous suivent. Donc en 1 an, enfin 2 ans, avec le travail que j'avais fait avant, on a bâti tout ça. On estime que c'est déjà beaucoup. Ça intéresse énormément. Le projet Restore dont j'ai parlé tout à l'heure, en 2 mois, on a engagé 100 citoyens. 100 personnes qui s'intéressaient au projet. Et il y en a à peu près 60 qui ont mis les pieds dans l'eau. Donc voilà. Et nous, c'est ce qu'on souhaite faire, vraiment responsabiliser, engager et faire, j'ai découvert le mot, empouvoirment, faire de l'empouvoirment de la société civile au travers de ces projets-là. Ça redonne espoir aussi et je pense que c'est important. Là, comme je viens de le dire, on a lancé ce premier projet stratégique qui est le premier projet que nous avons créé. Alors, après, projet, oui, c'est ici. Oui, après il y a le projet du développement de ce centre, c'est vrai, c'est un 2e projet, oui c'est vrai. D'ailleurs, tu as raison, ça a été le premier. On a commencé par le développement de ce centre, on a fait le potager, on a fait les cuves de rétention, on a fait la serre, on a fait les mares qui sont encore en cours. C'est un énorme travail et de longue date. On sait que voilà, on mettra peut-être 10 ans à finaliser notre projet ici, mais c'est pas grave. Les gens apprennent, parce qu'en fait, on fait ça en chantier participatif. Donc c'est pareil, les gens viennent voir, ils viennent nous aider, ils apprennent. Et on a déjà plein de gens autour de nous qui nous ont dit qu'ils veulent faire pareil chez eux.
Ils n'avaient pas pensé au bac surélevé et même s'ils y avaient pensé, ils ne savaient pas comment faire. Ils nous posent la question, où est-ce que vous avez eu ce... Voilà. Donc on fait déjà beaucoup d'éducation de pédagogie. Deuxième projet, c'est Restore. Restore, deuxième projet. Ça a été un gros projet. Gros projet. Et celui-là, on souhaite le déployer à grande échelle en travaillant avec les syndicats de rivière et les citoyens. Toujours avec les citoyens, c'est notre mission. Et après, après c'est Eco 2. Donc Eco 2, c'est le projet de régénération des villages. Voilà. On a déjà commencé à parler à des maires. Voilà, je ne citerai pas de nom pour le moment parce que c'est en discussion, mais ça intéresse. Ah, bah formidable. Alors, voilà, c'est génial. Ça intéresse. Bon, eh ben, on va suivre tout ça de près. Voilà. Je te remercie énormément. Je t'en prie.